Alors bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de notre balado Acquis de droit. Donc aujourd'hui, le sujet qu'on vous présente, en fait, ça vient d'une question qui nous est fréquemment posée par nos entrepreneurs et il s'agit en fait de savoir comment on fait pour protéger nos travailleurs qui répondent à des appels de services en tant qu'entrepreneurs spécialisés et ce, dans des établissements et non sur des chantiers. Alors, afin de répondre à cette question, nous avons invité nul autre que notre collègue Chantal Morin, qui est en fait conseillère senior là, en prévention à la Sécu depuis déjà quelques années. Donc, bonjour Chantal. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être nous parler un petit peu probablement de, en fait, quels sont les rôles et responsabilités là, de l'employeur là, relativement à la question là, qu'on se pose aujourd'hui. Oui, ça me fait plaisir. Cette question-là, elle revient souvent parce que c'est pas toujours noir et ni blanc. Donc, au niveau des rôles et responsabilités, je dirais que c'est l'affaire de tout le monde, la santé et sécurité au travail. Et d'autant plus quand on s'en va travailler chez quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, un appel de service, souvent, c'est parce que quelque chose vient de briser. Donc, on doit réparer, on doit faire vite et tout ça, habituellement, ça se fait avec le moins possible de préparation, là. On va avec notre camion de service, puis on se rend sur les lieux, puis on vient pour effectuer la réparation. Tu parles de réparation, mais ça peut être de l'entretien aussi, sinon. Ça peut Ou être... là, il y a peut-être plus de préparation qui peut être faite. Effectivement. Il y a moins d'urgence. OK. Effectivement, il y a ces contextes-là. Puis dans ces contextes-là, il y a plusieurs acteurs qui jouent. Il y a l'employeur. L'employeur est toujours responsable de ses travailleurs, peu importe. Il y a toujours cette responsabilité-là. Ensuite, on a le donneur d'ouvrage ou bien le propriétaire de l'immeuble qui, lui aussi, a des responsabilités. En fait, quand il reçoit chez lui un sous-traitant, un entrepreneur, bien, il doit l'informer de situations ou de choses qui se passent dans son édifice que le travailleur ne sait pas ou ne connaît pas. Par exemple, y a-t-il de la présence d'amiante dans l'établissement? Mais le travailleur ne peut pas deviner ces choses-là quand il vient répondre à un appel de service. Au même titre que pour les panneaux électriques, les salles électriques, est-ce que les équipements, l'appareillage électrique est entretenu de façon adéquate pour que l'électricien qui arrive sur un appel de service ne fasse pas d'improvisation sur des équipements qui sont désuets, par exemple? Fait que d'où l'importance du propriétaire donneur d'ouvrage de fournir des informations au sous-traitant qui vient travailler chez lui pour effectuer une réparation ou un entretien préventif. Il y a également la responsabilité du travailleur. Le travailleur aussi, il doit poser des questions pour s'informer de l'endroit où il s'en va travailler. Qu'est-ce que c'est la problématique au juste pour qu'il apporte effectivement les bons équipements, les bons outils, tout ça. Mais le plus gros problème qu'on reçoit, c'est vraiment... au niveau des responsabilités, ça va, c'est l'affaire de tous, mais la plus grande problématique, c'est au niveau de la planification. Tout ce qui se passe avant qu'on débarque chez la personne, chez le client, dans l'établissement. Parce qu'on ne sait pas où ça se situe. Est-ce que c'est sur le toit? Est-ce qu'il y a un accès sécuritaire? Toutes ces informations-là, bien, le travailleur, il doit les avoir avant même de se rendre sur les lieux pour apporter les bons équipements. Dans le fond, j'imagine que si c'est une question qui est souvent adressée par nos membres, c'est parce que ça doit quand même arriver souvent dans les faits, d'arriver, puis d'avoir un peu des mauvaises surprises, puis de ne pas avoir l'information qui aurait été nécessaire d'avoir à l'avance, justement, pour bien planifier. Effectivement. Effectivement. Malheureusement, cette étape-là est souvent négligée quand on parle de préparation, de planification. Puis c'est pour ça que je dis que c'est la responsabilité de tout le monde de fournir ces informations-là, parce que la personne chez l'entreprise spécialisée qui reçoit l'appel de service, qui dit, écoute, la personne au téléphone, elle dit, j'ai besoin d'un électricien, d'un plombier, ma toiture coule, vite, j'ai besoin de quelqu'un. Mais cette personne-là qui prend l'appel,
elle aussi, elle a un rôle à jouer. Elle aussi, elle doit poser des questions pour bien informer le travailleur pour que lui puisse se préparer à aller effectuer les travaux qu'il a à réaliser. Fait qu'ils vont poser des questions. Puis nous, on a des documents qui viennent aider à mieux planifier ces choses-là. On prépare ces choses-là. Quand on reçoit les questions des entrepreneurs, bien, on essaie d'améliorer nos outils de gestion pour inclure des questions qui peuvent aider le travailleur, le sous-traitant, le donneur d'ouvrage, tout le monde dans le fond. Ces outils-là... Non, vas-y, mais sans noyer tout ça dans trop d'éléments juridiques, c'est qu'il y a un cadre juridique, il y a des droits, des obligations des travailleurs, des employeurs, et donc on vient rajouter aussi le donneur d'ouvrage, le propriétaire qui aura certaines obligations. C'est un peu ça qu'il faut essayer de démêler quand la question vous est posée souvent, de savoir quels sont les droits et les obligations de chaque personne. Bon, les droits, tout le monde a droit à un environnement sécuritaire, ça c'est assez bien connu. Donc, évidemment, le travailleur qui se présente sur les lieux va avoir ce droit-là, mais il y aura des obligations. Donc, une obligation de poser des questions, évidemment, la même chose pour l'employeur, puis la même chose pour le donneur d'ouvrage. Donc, je ne veux pas noyer, encore une fois, sous de l'information juridique, mais c'est dans la loi sur la santé et sécurité du travail. Il y a des articles qui prévoient ces droits et ces obligations-là. Puis c'est dans ce cadre-là que la question vous est posée de comment on peut intervenir pour savoir qui fait quoi. C'est un peu ça? Oui. OK. On comprend bien que la responsabilité, par exemple, je parlais de l'amiante tantôt, bien, c'est celle du propriétaire. Je veux dire, c'est pas le sous-traitant qui va aller identifier, caractériser. De toute façon, cette loi-là est entrée en vigueur il y a quand même un certain temps. Puis ça devrait être fait partout, dans tous les établissements. Mais le simple travailleur qui se présente sur des lieux de travail, lui, il ne sait pas si la personne a respecté son obligation. C'est dans ces cas-là qu'on se trouve devant une situation où le travailleur il est là pour effectuer des travaux, mais en même temps, il ne peut pas se mettre à risque. Il fait comment? Tu sais, son employeur l'envoie là pour faire une job. Puis là, lui, il veut pas la faire parce qu'il pense que peut-être qu'il y a un risque. Là, ça devient trop de pression inutile pour le travailleur. Le travailleur ne devrait pas se poser de questions. C'est ça, tout ça aurait dû être essentiellement discuté, prévu à l'avance. On parle de prévention à la source, là, vraiment à la source. Puis justement, c'est ce que j'allais te demander un peu plus tôt. Tu faisais référence à des outils qui étaient disponibles. De quelle façon est-ce qu'ils sont mis à la disposition là, de nos membres? Bien, dans notre programme de prévention, on a cet outil-là. Cet outil-là de planification, dans le fond, c'est d'essayer de se poser les questions avant de se rendre pour avoir le meilleur portrait possible de l'endroit où on s'en va travailler, ne sachant pas l'état des lieux. T'sais, on ne le sait pas si la personne respecte ses obligations ou pas quand elle nous appelle au téléphone. C'est pour ça que je parlais de la personne qui prend l'appel de service. Cette personne-là, elle doit s'informer. Est-ce que, par exemple, pour me rendre à la toiture, est-ce que j'aurai un accès sécuritaire? Et non pas simplement, est-ce que j'ai un accès? Exactement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va m'accompagner, qui va pouvoir surveiller? Est-ce que la toiture, elle est sécurisée comme elle devrait l'être? OK. Est-ce que l'unité de toit sur laquelle je m'en vais travailler ou que j'envoie un travailleur effectuer une réparation, est-ce qu'il est situé à 2 mètres de la bordure de la toiture? Est-ce qu'il y a un parapet plus haut que 1,2 mètres? Un autre exemple courant, c'est sûrement en matière électrique aussi, les panneaux électriques, puis la mise à jour, la clarté de l'information qui est là. Exactement. Souvent, les plans à jour, les graphiques unifulaires, c'est pas disponible, accessible. Non plus, tous les calculs puis l'étiquetage pour les arcs électriques, c'est rarement disponible. Et là, c'est parce qu'on faut vraiment se remettre dans le contexte où on intervient à un endroit peut-être pour la première fois, où on n'a jamais eu connaissance de ce que c'était avant qu'on arrive. On ne peut pas présumer que ça va être conforme, jamais. Jamais. C'est ça. Okay. C'est pour ça qu'on doit poser toutes ces questions-là pour que le travailleur, quand il arrive là-bas, il va avoir une idée, puis il va pouvoir bien s'équiper
pour aller réaliser les travaux en toute sécurité. C'est quoi les conséquences si jamais c'est pas respecté? L'électricité, il peut mourir électrocuté. Donc, ça peut être le décès, ça peut être un accident moins grave, Exact. mais relativement grave quand même, que ce soit en matière électrique ou autre. Là. On a parlé d'accès au toit ou d'amiante ou n'importe quoi de ce genre-là. Donc, il peut y avoir des lésions. Pour l'employeur, pour le travailleur, ça peut vouloir dire donc un arrêt de travail, une indemnisation. Ça peut être grave. Et ça peut durer longtemps. Là. Oui, puis en pénurie de main-d'œuvre, on a besoin de nos effectifs, là, puis on a besoin que les contrats puissent continuer à... Et sur le volet pénal, si on parle plus au niveau des infractions qui pourraient être commises, bien là, il peut y avoir un constat d'infraction avec une amende. Il pourrait y avoir à la limite une enquête criminelle si c'est un cas de négligence importante. Alors, tout ça, c'est ce qui attend toute personne qui intervient un peu à la légère, c'est ça? Oui. Okay. Puis le propriétaire aussi, il peut s'exposer à des réprimandes de la RBQ. En fait, il pourrait... je sais pas, ça va être des amendes, bon, puis tout ça, mais aussi, il pourrait, justement, comme tu l'as dit, de la négligence criminelle, parce que c'est des obligations qu'il doit faire, l'entretien de ses équipements, comme le manuel du fabricant le dit, comme la section électricité du Code du bâtiment. Toutes ces choses-là, on ne peut pas présumer que c'est fait, puis que c'est 5 étoiles sur 5 à chaque fois que les travailleurs se présentent dans un endroit. Mais ça implique du temps, ça implique de la communication aussi. Il faut prendre le temps de communiquer pour être certain avant de commencer les travaux, pas en cours de travaux, mais avant. Non, tout à fait. C'est pour ça que tu parlais de planification. Oui. Puis, tu sais, quand on envoie quelqu'un avec un truck de service, un camion de service, puis que l'échelle, pour accéder à la toiture, elle devrait avoir 45 pieds, par exemple. Mais son petit camion a seulement la possibilité d'en mettre une 15 pieds sur son camion. Bien, on a un problème. Et puis c'est pas vrai qu'on va faire de l'escalade. Là, il faut penser à ces choses-là. Puis malheureusement, c'est des questions que vous allez dire, « Ouais, mais Chantal, on y pense pas. » Bien là, le 1er janvier arrive, là, on peut peut-être prendre une résolution de dire à partir de maintenant, je prends le 2 minutes de plus, 3 minutes, je vais poser 3 questions à chaque fois. Il faut comme l'insérer un peu dans la routine, mais les habitudes. Parce qu'il y a beaucoup d'échanges de contrats avant de se mettre au travail. Mais il faut encourager, donc, il y a une communication, parce que c'est une responsabilité partagée. Là, c'est un travail de collaboration entre les différents intervenants, au final. Oui, puis il n'y a personne qui a avantage à ce qu'un travailleur se blesse. Mais non. Personne. Puis on veut que ça se passe bien, puis c'est pas pour rien là, que la loi a changé tellement dans les dernières années. Là. C'est parce qu'il y en a eu des accidents qui auraient pu être évités, puis on s'aperçoit qu'il y a encore des lacunes. Bien, comment on peut faire, nous, pour aider tout ça? Puis c'est un peu pour ça que avec toutes les questions des entrepreneurs qui viennent sur comment je fais quand c'est un appel de service. C'est un chantier, on donne ça au maître d'œuvre, mais quand c'est un appel de service, est-ce vraiment le propriétaire qui doit mettre un garde-corps sur sa toiture pour me permettre d'y aller une fois par mois? Est-ce que c'est lui qui doit fournir la plateforme élévatrice pour que je puisse accéder? Est-ce que c'est lui qui va la grue pour débarquer? Parce que tout ça a un coût aussi. Effectivement, tout ça a un coût. Ouais. Puis tu parlais du programme de prévention. Est-ce qu'il y a des outils, une espèce de liste de vérification qui peut être utilisée par les Oui, tout les à employeurs? fait. On a ça qui existe justement pour l'accès. Dans le fond, quand on va accéder au lieu de travail, parce que des fois, c'est facile d'accès, mais il y a d'autres fois, c'est un peu plus compliqué. Puis, puis compliqué, là, je dis des fois, c'est parce qu'il y a des accès qui peuvent être soit sous clé ou ça prend des codes d'accès. Puis des fois, quand les appels de service rentrent puis que c'est urgent ou tout ça, mais ça peut être la nuit aussi, là. Est-ce que je vais avoir quelqu'un qui va être là pour m'accompagner? Est-ce que... il y a, par exemple, si je m'en vais travailler sur la toiture, là, est-ce qu'il y a un ancrage qui est là sur lequel je vais pouvoir m'attacher si jamais je m'aperçois qu'il n'y a pas de garde-corps présent ou des choses comme ça? Puis c'est pas... Tu sais, quand on répond à un appel de service, c'est pas là qu'on va amener des garde-corps sur le toit pour aller se les installer
on part du camion pour aller réparer quelque chose. C'est sûr que ces équipements-là, on ne les a pas avec nous, là. C'est pour ça que c'est important de poser les questions avant pour savoir, mais comment je fais quand il n'y a pas ça, pas ça, pas ça? Ce serait quoi les questions qu'on peut poser? Ben, As-tu des exemples? Oui, j'ai des exemples. Ben, j'en ai parlé tantôt un peu, là, comme si pour l'échelle ou l'unité de toit, à quel endroit il se trouve, au niveau des plans électriques, par exemple, je m'en viens faire des travaux électriques. Qu'est-ce que c'est qu'il y a? Est-ce qu'il y a une procédure de cadenassage? Est-ce qu'il y a des fiches de cadenassage qui existent? Est-ce que c'est possible de me les fournir avant? C'est ça, pas se limiter à « oui, il existe une procédure ». Non, effectivement. On veut avoir la procédure. Effectivement. Puis, dans les... il y a d'autres cas aussi où est-ce qu'on va arriver, puis c'est une entreprise qui fait de la... qui travaille avec des produits chimiques. Puis les produits chimiques, bien, ça requiert le port d'un appareil de protection respiratoire. Ouais, ça prend une formation pour ça. Ça prend le bon masque, ça prend les bons filtres, les bonnes cartouches. Fait que c'est toutes ces choses-là qui c'est très, très important. Donc, chaque type de travail peut requérir une formation particulière pour la personne qui va se rendre sur les lieux. Il faut le vérifier parce que toutes les formations ne sont pas à jour pour tous les travailleurs tout le temps. Il y a un certain roulement, il y a une mise à jour qui doit être faite. Puis il y en a des entrepreneurs, c'est-à-dire des propriétaires ou donneurs d'ouvrage qui, eux, ont des formations à suivre d'accueil avant d'arriver chez eux. Puis c'est là qu'ils donnent les informations sur ici, il y a la présence de tel type de contaminants ou de produits dangereux. Ils vont étaler l'ensemble des risques pour les travailleurs qui viennent en tant que sous-traitants. Fait que ça permet d'avoir une idée générale des règles de santé et sécurité à observer quand je vais me rendre sur ces lieux-là. Par contre, quand je m'en viens faire une réparation sur une installation électrique, bien là, ce qui m'intéresse, c'est de connaître un peu plus de détails sur l'installation électrique. Fait que le travailleur aussi doit savoir qu'est-ce que c'est le problème, puis essayer d'avoir le plus d'informations possible. Puis tout ça va passer par la personne qui prend l'appel de service quand c'est un appel de service. Oui, bien, c'est un peu ce que j'allais te demander, parce que peut-être que, vite comme ça peut sembler un peu gros, toutes ces questions-là en termes de prévention pour nos membres, mais dans les faits, qu'est-ce que ça représente réellement comme investissement en termes de ressources, là, soit financières ou humaines? Est-ce que, comme tu mentionnes, ça peut être juste la personne qui prend l'appel, qui prend l'habitude de poser ces questions-là, puis ça ne représente pas nécessairement plus que ça. Là. On n'a pas besoin de mobiliser plus d'effectifs. Ça prendra un enfant qui pose les questions sur l'appel de service. En fait, ce qu'on veut dire, c'est que Pourquoi? C'est très simple. C'est simple, ça ne prend pas tant de temps, puis ça peut sauver bien des problèmes. Oui, puis j'ai un parallèle à faire avec une autre situation qui nécessite aussi qu'on fasse ça, de la planification. Là, vous allez rire de moi avec mon exemple, mais je trouve que ça s'apprête quand même bien. Quand on loue un Airbnb pour des vacances, là, bien, c'est drôle. Là, on en pose des questions. On veut savoir combien il y a de chambres, c'est quoi la grandeur des lits, est-ce qu'il y a de la literie inclus? On vérifie les commentaires des gens qui ont été avant pour voir. Est-ce qu'il y a un stationnement pour que je puisse mettre ma voiture? Mais dans ces situations-là, on est capable d'en poser des questions, puis on dirait que ça nous intéresse de connaître les réponses. Si on prend justement l'analogie, évidemment, quelqu'un qui, sans vouloir nommer personne, qui est très habitué à faire des locations Airbnb puis qui a les bonnes questions, il y a une espèce d'expertise qui se développe puis des réflexes sur les bonnes questions à poser. Est-ce qu'on peut faire une différence avec quelqu'un chez qui on va pour la première fois? Là? Le premier appel de service, c'est peut-être il faut faire attention, mais il ne faut pas non plus tomber dans le confort parce qu'on est allé dans le passé, qu'on arrête de poser des questions. Il faut toujours garder cette vigilance-là, j'imagine. Même quand on arrive sur place, même évidemment. Aussi. J'ai un entrepreneur, d'ailleurs, qui me disait qu'il a libéré quelqu'un pour les contrats de service, quand ils vont soumissionner pour des contrats de service. Bien, cette personne-là va vérifier les installations avant même que le premier travailleur pour le premier service se rende. Il se présente sur les lieux, il prend des photos, il y a toute sa série d'informations qu'il a besoin pour justement bien préparer le travailleur qui va aller sur ce contrat-là. Il n'y a jamais trop tard pour poser les questions, de toute façon. Moi, j'applique ça un peu avec l'analogie de Airbnb où les bonnes questions m'arrivent peut-être un peu trop tard. Je n'ai pas posé les questions, mais
on peut toujours se reprendre, justement, en arrivant sur les lieux, dire, ben là, il y a peut-être 3-4 questions que je n'avais pas posées. J'aimerais avoir des réponses là-dessus puis des précisions parce que je ne l'avais pas fait avant. OK. Là, pour la prochaine fois, mais on met en Ben, c'est ça. application la leçon après. On essaie de On garder des notes s'améliorer. mentales. Ouais. Ah, ben, je pense que ça Ouais, résume ouais, ouais. bien. Moi, c'est bon, mais finalement, ce qu'on comprend, c'est que c'est un thème qui est souvent abordé comme étant plus péjoratif, de façon plus péjorative, mais le concept de contrôle. Il faut essayer d'avoir un certain contrôle à un endroit qui, à première vue, nous est pas familier, mais ça ne demande pas de temps que ça pour y arriver, puis avoir un certain contrôle sur les lieux sur lesquels on va faire des travaux. Ce qui est, je pense, qui est assez évident quand on parle, par exemple, d'électricité, qu'on ne veut pas aller se mettre les mains n'importe où, mais qui s'applique et qui se transpose dans d'autres domaines aussi. Là. Oui, tout à fait, à tous les corps de métier. Oui. Merci beaucoup, Chantal. Est-ce que tu avais peut-être pour terminer, parce qu'on a une habitude de demander soit une anecdote, soit un conseil, soit de répondre à une question pour faire écho à l'ACQ, les 3 premières lettres de ces éléments-là. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire Je vais choisir le C pour le conseil. Le conseil, vas-y. Dans le fond, en résumé, là, ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est que c'est tellement important de forcer la communication avant le début des travaux. Aller chercher les informations. Questionnez-les, les propriétaires. Il n'y a pas d'autre secret, recette ou facilité. Il faut le faire, puis j'espère que vous allez prendre les bonnes résolutions 2026. C'est un bon conseil. Oui, c'est bon. Merci.